Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre le Tchad et les États-Unis, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général du corps d'armée Ali Mahamat Agbash, a accordé une audience le mercredi dernier au service de sécurité diplomatique de l'ambassade des États-Unis du Tchad. Une rencontre axée sur l'échange d'expériences en matière de sécurité. Fulbert Koumanan nous en dit plus. C'est dans une ambiance empreinte de cordialité que le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a reçu en entrevue la délégation américaine chargée de la sécurité diplomatique. Cette rencontre a permis de révisiter les axes de coopération en cours et d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans le domaine sécuritaire. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général du corps d'armée, Ali Ahmad Khabash, entouré de ses plus proches collaborateurs, s'est félicité du partenariat solide entre N'Djamena et Washington en matière de sécurité. Cette coopération n'est pas seulement stratégique, elle est vitale. De son côté, l'attaché de sécurité de l'ambassade des États-Unis, Michael Jones, visiblement satisfait, a salué l'accueil chaleureux et la qualité d'échange. Pour l'attaché de sécurité principal, cette collaboration est fondée sur la confiance mutuelle et vise des solutions communes entre les deux États. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et les États-Unis, nous avons déjà entrepris des démarches qui sont d'ordre sécuritaire, gagnant-gagnant. Les États-Unis en possèdent l'expérience et la technologie nécessaires pour nous aider quand même à fortifier et à relever les défis sécuritaires qui existent déjà ici. Et cette visite vient à point nommé. C'était à travers des échanges et des correspondances et des réunions au niveau technique qui se sont élevés à un niveau supérieur maintenant. Et nous pensons que les États-Unis est un partenaire de longue date avec le Tchad. Et nous continuons toujours à coopérer avec les États-Unis, vu que les États-Unis en ont besoin de notre expérience aussi sur le terrain et on a besoin de leur expérience technologique et aussi dans le cadre international. The partnership that we have with the Ministry of Security, we're able to continue to make Chad and Africa a safer place. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction totale avec une volonté affichée de part et d'autre de renforcer davantage cette coopération gagnant-gagnant en réaffirmant son engagement à œuvrer aux côtés des autorités tchadiennes pour la stabilité et la sécurité partagée. Et puis, dans le cadre de la célébration de la journée de l'Europe marquant la commémoration de la paix et l'unité dans le continent, l'Union européenne, en partenariat avec la Maison des médias du Tchad, a animé un point de presse. C'était hier à la résidence de l'ambassadeur. Suivez à ce sujet les propos de l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, sélectionné et proposé par Romnelum Singar Karmadini. C'est avec une grande joie que je vous accueille ce soir à la résidence de l'Union européenne pour célébrer ensemble la journée de l'Europe. C'est une journée non seulement de l'Europe, mais aussi de l'équipe Europe que nous représentons ici. Nous sommes réunis à la veille du 9 mai, qui est une date fondatrice dans l'histoire collective européenne. En effet, la journée de l'Europe commémore la déclaration Schuman de 1950. Le moment où une vision audacieuse a été formulée, celle d'une Europe démocratique, fondée sur la solidarité, la réconciliation et l'intégration. Nous devons aussi nous souvenir du 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une victoire écrasante sur la barbarie du fascisme et du nazisme, certes, mais une victoire incomplète pour une partie de l'Europe et dont je suis originaire. Ces anniversaires constituent en effet la clé pour comprendre notre diversité européenne et la mémoire plurielle des Européennes. Et par conséquent, notre capacité à saisir les aspirations d'autrui, y compris de nos voisins sur d'autres continents. La célèbre déclaration du 9 mai 1950 nous rappelle que la coopération et l'intégration économique demeurent en Europe comme ailleurs dans le monde
l'un des leviers les plus puissants pour prévenir les conflits et assurer un développement durable. Nous travaillons main dans la main avec les autorités et le peuple tchadien. Depuis plus de 60 ans, nous bâtissons ensemble un partenariat solide. L'Union européenne et ses États membres, réunis en équipe Europe, financent actuellement 78 projets pour un montant total d'1,330 milliard d'euros, soit plus que 873 milliards de francs CFA. Notre appui, désigné toujours en collaboration étroite avec nos partenaires tchadiens, couvre notamment les infrastructures, routes, énergie, connectivité et ambition d'améliorer le climat d'investissement et l'inclusion économique des femmes. Nous appelons cette stratégie Global Gateway. Mais notre engagement ne se limite pas au développement socio-économique. L'Union européenne œuvre également à la promotion des valeurs démocratiques, de l'état de droit ainsi qu'à la défense des droits humains et l'égalité des sexes. Et puis la suite de l'actualité, la médecine légale joue un rôle crucial au sein de la société tchadienne comme partout dans d'autres pays. Elle assure la justice et la protection des droits des citoyens. Malheureusement, elle semble méconnue par le grand public. Roselyne Ndiekourbois a interrogé un médecin généraliste, Dr Maskemde Sosten. Suivez ses propos. La médecine légale est une spécialité de la médecine qui s'occupe de l'évaluation, qui pose les diagnostics et aide la justice à résoudre des problèmes de meurtre et d'accidents et autres. Alors, l'importance de la médecine légale, c'est de trouver le diagnostic, la cause des décès. Il peut aussi s'appliquer sur les lésions sur les êtres vivants, par exemple lors des accidents et autres, pour évaluer l'étendue des lésions, pour pouvoir aider à trancher un problème légal. Surtout en cas d'empoisonnement et autres, les médecins légistes sont très importants pour la société. C'est eux qui permettent d'établir réellement le diagnostic et les causes des morts. Donc pour une société comme le Tchad, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas assez, mais c'est une spécialité très importante dans d'autres pays. Et le Tchad en a besoin parce que pour trouver les causes et les genres de mort, les légistes sont vraiment bien placés pour aider la communauté. La matinée du 9 mai a été marquée par une conférence de presse donnée par le coordonnateur Ngomadou Tanguy Gabriel en présence des orateurs avec le récit de Joséphine Koulibaly. Dans son liminaire, le coordonnateur de l'école de louanges et de musique, le pasteur Chantre Gabi, a précisé le mandat de l'école qui est la formation des chantres de toutes les dénominations depuis 2005. Plus de 2500 personnes ont été formées en 20 ans d'existence. En 20 ans de parcours, 14 éditions de l'école de louanges ont été organisées avec des campagnes d'évangélisation et avec un résultat concret. Aujourd'hui, 2 églises implantées en Centrafrique. Fabienne Pont, venue de la France dès la première à la 3e année, formée avant de laisser les encadreurs formés localement pour poursuivre le travail, partage ses sentiments après tout ce trajet. J'étais là au début pour la fondation et de voir les commencements, c'est toujours formidable, et de voir une œuvre qui dure et qui dure bien, qui se multiplie, qui porte du fruit, c'est toujours émouvant. Et alors là, c'est les 20 ans. Et de se dire Dieu a profondément agi dans cette nation, je le crois, au travers de la louange et de cette école, au travers de toute la formation qu'il y a eu. Enfin, je suis très réjouie d'être là, en fait. Leader du groupe Flamme en France, Fabienne partage les débuts du ministère de Flamme et le bénéfice de la louange. J'ai eu une vision, si je peux parler comme ça. Dieu m'a montré une image où il y avait un chemin dans le désert, où il y avait plein de pas. Et il m'a montré un autre endroit où il n'y avait que lui qui avait marché. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux suivre ? Là où tout le monde a été, ou est-ce que tu veux me suivre et apprendre des choses nouvelles? Alors je suis aventurière, donc j'ai choisi je suis Jésus. Et très vite, il nous a fait vivre des choses qu'on ne vivait pas à l'époque, et ce qu'on a découvert, ce qu'on appelle aujourd'hui la louange prophétique.
de sortir de nos champs. On en a composé beaucoup, qui ont eu du succès, qui ont travaillé, qui ont aidé les gens. La louange et la prière sont les mamelles d'une vie chrétienne équilibrée, poursuit-elle. Pour moi, la louange, c'est un langage de relation. Souvent on dit quelle langue on parle dans le ciel avec Dieu? Est-ce que c'est l'hébreu? Est-ce que c'est l'anglais? Ou est-ce que c'est ma langue? Non, on parle amour. Et la louange, l'adoration, c'est le langage d'amour. Avec des mots, avec des gestes, sans les mots. Mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. Comment est-ce qu'on lui parle dans la louange, dans l'adoration? Voilà, mesdames et messieurs, c'était le reportage de nos confrères de la RCA sur un témoignage vivant sur la formation reçue à l'école de formation de louange sur le plan personnel, spirituel et le leadership. À présent, nous suivons la conférence de presse donnée par le coordonnateur Ngouamidou Tanguy Gabriel ce matin. Suivez. Parlant des chantres juniors, je parlerai de moi-même qui est un fruit de l'école de louange. J'ai reçu la sincérité de ma marche avec Christ au sein de l'école de louange. Et ce parcours que j'ai eu à faire dans l'école de louange qui m'a formé et qui a fait de moi un chrétien modèle et un conducteur de louange responsable, c'est ce même cheminement et ce même chemin qu'on a retranscrit maintenant pour pouvoir aider ces jeunes chantres juniors que les parents envoient ici à l'école de louange, et nous les recevons dans les fréquences d'âge de 8 à 17 ans. Nous les formons premièrement à être des disciples de Jésus-Christ, et dans les autres aspects de formation technique et d'autres aspects, d'être des chrétiens matures pour une vie plus responsable dans le ministère. Les résultats obtenus sont vraiment positifs. Nous bénissons le Seigneur pour cela, vu que dans les églises présentement, au niveau de la capitale, nous voyons qu'il y a des chantres juniors qui sont responsables, qui ont un ministère responsable, qui sont là dans les églises, dans les équipes de louange, ils tiennent leur équipe de louange, ils sont là, et des instrumentistes avérés qui sont là, ils tiennent leur équipe de louange. Vraiment, de ce point technique, nous voyons que les résultats sont vraiment positifs, et aussi sur leur vie spirituelle, leur implication dans le ministère, nous voyons que Dieu a beaucoup fait, et nous en profitons pour rendre grâce au Seigneur. Et puis au Tchad, précisément, à N'Djamena, dans la construction des infrastructures sportives est une chose et l'entretien en est une autre. Dans le 7e et 8e arrondissement de la ville, les stades sont abandonnés à leur triste sort. Notre reporter Yaki Lydia a fait un tour. Voici son constat. La construction des stades engagés par l'État tchadien il y a plusieurs années est un acte de développement sportif qui mérite d'être salué. Mais ces stades sont très mal entretenus et certains inachevés. Malgré la présence des agents dans les différents stades de la ville, des actes de vandalisme sur le matériel sont constatés. La dégradation du lieu sportif s'étend au portail, vestiaires, les accessoires, les bâtiments, les murs et les gazons. Et l'incivisme est accentué avec le dépôt anarchique des ordures. Le stade est bien construit, mais la population qui néglige tout ça. Parce qu'elle pense que toutes les choses tchadiennes ne sont pas bonnes. Elle voit comme si une chose tchadienne là, c'est déjà gâté. On voit des stades qui est impropre. Il y a beaucoup de papiers qui sont là, il y a beaucoup de saleté qui est partout. D'après mon avis, je vois, ça ne donne même pas l'envie aux joueurs de bien jouer leur foot. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un environnement saleté. Et ce que nous voyons ici, le stade est tout rempli de saleté. Ceux qui sont pris en charge pour installer le stade doivent revoir le stade et faire installer proprement comme il doit, pour mettre les gens en paix et quand ils jouent, qu'ils soient dans l'aisance. C'est ma deuxième fois déjà de venir ici, mais je vois que l'autre là, le stade est trop sale. Ils ont commencé le travail, en même temps ils ont abandonné. Normalement, l'État doit aider le joueur. Il doit entretenir le terrain
pour pouvoir aider le... Pour entretenir et finaliser la construction des stades de la ville, l'État devrait prendre des dispositions et les autorités en charge du sport et les amoureux du football doivent faire preuve de responsabilité pour rendre ces stades propres. Et puis le conclave a tranché le 8 mai dernier 2025 au Vatican. Robert Francis Prévost, religieux augustin de 69 ans, a été élu de 1661 pape et a choisi le nom de Léon XIV, premier pape originaire américain. Il succède François et inscrit dans la continuité des réformes engagées par son prédécesseur. Nos correspondants depuis la RCA avec le récit de Joséphine Koulibaly pour les détails. Le pape Léon XIV, de son vrai nom, Robert Francis Prévost, a été élu hier soir premier pape américain de l'histoire. Il est reconnu pour son approche modérée et synthétique, ainsi que pour son expérience du terrain. Né à Chicago, il a passé 2 décennies au Pérou, où il a mené une mission pastorale avant de devenir archevêque-évêque émérite de Chiclayo. Son ascension au Vatican a été marquée par son rôle à la tête du dicaster des évêques, où il conseillait le pape François sur les nominations des prélats. Dès son élection, Léon XIV a lancé un appel à la paix et à l'unité, insistant sur l'importance de la prière et du dialogue interreligieux. Il a également mis en avant la nécessité d'une église en mouvement, proche des fidèles et engagée dans les réformes. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Léon XIV semble vouloir poursuivre l'ouverture amorcée par ses prédécesseurs tout en restant fidèle aux fondements doctrinaux. Son style sombre mais résolu pourrait lui permettre de naviguer entre tradition et modernité, conciliant les attentes des fidèles et les défis contemporains. Son pontificat s'annonce résolument tourné vers la justice, le dialogue et la paix. Aussi, sans peur, unis, la main dans la main avec Dieu et les uns et les autres, allons de l'avant avec le Christ qui nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme d'un pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Les enjeux liés à l'inclusion des femmes dans les instances décisionnelles de l'Église et à l'accueil des fidèles LGBT+, représentent des questions délicates qui pourraient définir le pontificat du pape. Il devra également naviguer à travers les tensions géopolitiques, en particulier en Ukraine, au Proche-Orient et en Afrique, tout en poursuivant le dialogue avec des puissances telles que la Chine et la Russie. Et nous terminons cette édition par ce proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci à la réalisation. Au revoir. Bon après-midi à tous.